On a le sourire aujourd'hui parce que dans le cadre de French Boss, on va avoir une émission un petit peu particulière avec certes un entrepreneur français, certes en Californie, ça on est habitué, mais sauf qu'avec lui aujourd'hui, on va parler de choses un petit peu différentes et on va parler de choses qui à nous Français effectivement nous parlent beaucoup, nous intéressent beaucoup. Avec vous, Nicolas Mandiara, merci d'être avec nous. Bonjour et merci de me recevoir. Mais on vous reçoit pour parler de vin. Et ça me remplit de joie. Oui, bah oui. Je suis effectivement dans le marché du vin depuis pas mal d'années maintenant, basé en Californie et avec souvent des retours en France. Bien, justement, on va parler de ça, mais justement, le fait que vous soyez dans le marché du vin explique la photo qui est derrière moi. Vous savez, dans French Boss, cette émission destinée donc aux entrepreneurs français à l'étranger, on a plus l'habitude de voir des tours, on a plus l'habitude de voir des villes de bureaux. Eh bien là, derrière nous, c'est une photo que je vous ai demandé de m'envoyer et vous avez choisi de m'envoyer une photo pour illustrer effectivement votre présence dans le vin, une photo de la Napa Valley. Ça représente beaucoup dans votre vie professionnelle, Nicolas. Oui, bah, j'y vais maintenant régulièrement, autant d'ailleurs que je vais régulièrement toujours en Vallée du Rhône, à Bordeaux ou en Bourgogne, avec autant de plaisir. Alors, cette photo-là, c'est à Calistoga, donc c'est au nord de la Napa Valley. La Napa Valley est vraiment très impressionnante en termes de taille, tout comme quand on va à Bordeaux, cette rive gauche interminable avec tous ces vignobles. Napa, c'est pareil, c'est vraiment impressionnant. À cette période-là, on a les mustard fields, donc les grands champs de fleurs jaunes. Et bon, voilà, il y a les 4 saisons. C'est toujours très beau. Et comme souvent, les vignobles dans le monde, j'aime beaucoup aller là-bas. Nicolas, on va donc parler de vous. Vous avez, sauf erreur de ma part, 49 ans. Et vous avez un trait particulier par rapport à tous ceux avec lesquels on a l'habitude de s'entretenir à longueur de semaine, ces entrepreneurs français à l'étranger, c'est que vous n'avez jamais, alors dites-moi si je me trompe, hein, n'hésitez pas, vous n'avez jamais travaillé comme salarié. Vous avez été entrepreneur dès que vous êtes entré dans la vie professionnelle. Oui, bah, c'est très classique maintenant pour les jeunes qui ont le mot start-up en bouche tout le temps. C'est vrai qu'à mon époque, je pense que j'étais le seul, ou peut-être qu'on était deux en sortant de promo en 94 à monter tout de suite ma boîte. Non, j'ai pas souhaité travailler pour d'autres, en tout cas dans des gros groupes, sans aucun jugement de valeur par rapport à ça. J'ai monté 5 sociétés, donc ça c'est ma 5e, quasiment toutes en France et en Europe, et cette dernière société aux États-Unis, où j'ai atterri il y a 6 ans. D'accord. Alors justement, on va parler effectivement de cette fibre d'entrepreneur parce que j'ai l'impression, en ayant cherché un petit peu des choses sur vous, j'ai l'impression que vous aviez véritablement cette fibre d'entrepreneur, mais qui était étroitement liée à l'arrivée d'Internet. Je dirais qu'Internet a complètement, à mon avis, de ce que j'ai lu, façonné le début de carrière de Nicolas Mandiara. Oui, c'est le cas. Alors, c'est vrai qu'au tout début, sur ma première boîte, j'étais, on va dire, j'étais déjà très féru de nouvelles technologies, mais la plus grosse société que j'ai montée, Ski Horizon, en 1999, l'Internet était déjà là, hein, et puis moi, j'étais dans le secteur du voyage, donc c'était déjà une réalité, c'était une transformation radicale. Bon, maintenant, je pense que plus de 80% des voyages et de tout ce qui est autour des voyages se réserve par Internet. À l'époque, c'était encore le début. Il fallait convaincre les hôteliers de mettre à jour leur stock d'hébergement avec des fax. Enfin, on parle d'il y a 20 ans. Hein. Donc, effectivement, c'était assez clair pour moi que les nouvelles technologies allaient bousculer quasiment toutes les industries, à commencer par le voyage à ce moment-là. Et ce qui est marrant, c'est que 20 ans plus tard, maintenant que je suis dans le vin, par exemple, c'est en train de bousculer tout ce qui est food and beverage, et notamment le vin, ce qui n'était pas du tout le cas à l'époque. À l'époque, pour le coup, il y a 20 ans, les technologies n'avaient pas encore beaucoup d'impact sur ce genre de secteur. Donc tous les secteurs, les uns après les autres, y passent. Et pour moi, c'était
à l'époque assez évident que l'Internet allait être le digital en général, allait transformer tout ça. Alors, à quel rythme, ça, j'en savais rien. Quel timing, quel secteur allait y passer, comment, et pourquoi, on ne sait pas trop. Alors, ici, en Californie, on sait un peu plus, parce que les gens sont quand même... toute la vie des sociétés est basée là-dessus, sur cette digitalisation et transformation. Donc, je suis allé souvent me ressourcer ici pour comprendre ce qui se passe, et puis j'ai fini par m'y installer. Alors, il y a quand même quelque chose qui transpire un petit peu des différentes lignes de votre CV, Nicolas, c'est cette espèce de qualité de la vie à laquelle vous tenez dans tout ce que vous avez fait. Vous avez créé des guides en ligne de stations de sport d'hiver, des choses comme ça, donc qui touchent aux loisirs, qui touchent aux vacances. Maintenant, c'est dans le vin, donc ça touche au palais. D'ailleurs, votre société porte le nom de palais en langue française. Est-ce que le plaisir de la vie, la qualité de la vie, elle est partie prenante dans les décisions professionnelles que vous avez prises? Oui, clairement. Alors, je crois qu'il y a aussi beaucoup de coïncidences, de serendipity, comme diraient les Américains, dans les choix qu'on fait. Si on arrive, comme ça a été mon cas, à lier passion voilà, et intérêt dans sa vie avec son travail, c'est mieux. On a plus de plaisir à travailler, ce qui était mon cas. Toutes les sociétés que j'ai montées n'étaient pas forcément complètement liées directement à mes passions, mais en ce qui concerne la montagne, pour la partie voyage et le vin, c'est le cas. Mais c'est pas, faut pas penser à ça comme si je m'étais forcé à trouver quelque chose autour de mes passions. Mais c'est pas un reproche, Nicolas, c'est pas un reproche. Sur le vin, non, mais souvent on peut penser de l'extérieur, de dire oui, bon, il est allé au plus facile sur un truc autour. Typiquement, le vin, j'avais aucune intention de monter une société dans le vin sur Internet, puisque quasiment toutes les sociétés qui se sont montées sur le sujet depuis 20 ans aux États-Unis ou en France sont des échecs ou des semi-échecs. C'est un marché très très difficile qui est pas vraiment passé en ligne. Donc, j'avais pas du tout l'intention. Maintenant, c'est vrai que je suis arrivé ici. J'ai commencé à avoir mon propre problème pour sélectionner les bouteilles, malgré le fait que je connais bien le français. Je me suis retrouvé en face des vins mondiaux. Et puis, je me suis retrouvé un peu idiot, alors que j'avais 20 ans de connaissances de dégustation et autres. Et de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était un vrai problème pour quasiment tous les buveurs de vin, et que on pouvait peut-être essayer de le résoudre. Donc, c'est pour ça que j'ai eu l'idée après de résoudre par la data et évidemment des questions de digitalisation. Et je me suis rendu compte aussi que c'était probablement le moment où le marché allait enfin passer en ligne. Bon, alors là, c'est le cas de plus en plus avec la pandémie en plus. Mais au départ, dans ce cas-là précis, c'était pas parce que j'aime le vin, c'est juste parce que c'est effectivement une analyse de problématiques autour de moi, où je voulais régler finalement un de mes problèmes. Ça aurait pu être un autre problème. Alors, moi, ce qui m'amuse toujours, on va en parler après, c'est d'entendre dans la même phrase le mot vin et le mot data. Mais on va en parler tout à l'heure parce qu'on est quand même dans deux univers dont, a priori, on ne puisse pas imaginer qu'ils soient aussi étroitement liés que vous les avez liés l'un avec l'autre. En revanche, je voudrais revenir donc sur effectivement ce fait que vous êtes un enfant de l'Internet. Vous êtes né professionnellement au moment où Internet démarrait, aux alentours de la fin des années 90. Et on a surtout l'impression, en lisant votre CV, alors n'hésitez pas encore une fois à me contredire, Nicolas, mais on a l'impression que chaque avancée de l'Internet a été une avancée de Nicolas. Vous avez vraiment choisi le chemin de fer de l'Internet. Est-ce que je me trompe? Alors, l'Internet, pour moi, c'est juste c'est un mot qui veut tout dire et rien dire. Il englobe, selon les gens, les différents pans, différents moments de disruption technologique, ou en tout cas ce que l'Internet a permis de faire. Donc, il y a eu des grandes phases, effectivement, de changement. Si on prend par exemple le smartphone, qui est moins vieux que l'Internet, qui a au moins 10 ans ou 15 ans de moins, en tout cas dans sa version moderne, avec des apps à tout faire. Le GPS dans le smartphone, ce sont des éléments de la digitalisation qui ont permis énormément d'applications, énormément de choses et une autre accélération.
La capacité à ce qu'il y ait du broadband, enfin de l'accès à des grosses données et à de la puissance informatique beaucoup plus importante aujourd'hui qu'avant, permet à des data centers de travailler, de faire des calculs, et donc à créer des sociétés ou à régler des problèmes de manière différente qu'il y a 20 ans. Donc effectivement, il y a plusieurs phases, il y a des applications nombreuses et multiples. Je ne pense pas que j'ai personnellement tout anticipé, tout compris. J'ai simplement essayé dans ma vie professionnelle de voir ces différentes phases et de voir les opportunités que ça pouvait créer. Et c'est clair que depuis maintenant 25 ans, c'est-à-dire un peu plus de 25 ans et début où l'Internet est devenu une réalité, c'est sûr qu'il y a de plus en plus de phases et on dirait que ça s'accélère encore plus. Voilà, il va y avoir encore énormément de ruptures et de nouvelles phases qui sont permises par l'Internet et la digitalisation en général. Alors, on va revenir un petit peu en arrière sur ces sociétés que vous avez créées, que pour certaines d'entre elles, vous avez dû fermer. Qu'est-ce que vous avez appris de votre début de vie d'entrepreneur, puisque finalement, vous avez toujours été entrepreneur? Qu'est-ce que ça vous a appris comme chose de créer des entreprises, de les fermer et éviter peut-être de faire des erreurs que vous pourriez faire aujourd'hui? Créer des entreprises, c'est l'école de la vie d'abord, parce que c'est avant tout une expérience humaine, une expérience d'associés, de collaborateurs, d'actionnaires, de clients, de fournisseurs. Bref, c'est à la fin, une entreprise, c'est avant tout une interaction avec d'autres humains, même si on est dans les technologies, où effectivement on cherche à un peu tout automatiser, à se défaire pour certains de ce côté trop d'hommes. Il y a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent presque toutes seules aujourd'hui, plus qu'avant en tout cas. Mais pour moi, c'est avant tout une aventure humaine et donc une école de la vie. C'est-à-dire, j'ai beaucoup plus appris sur les relations humaines, la psychologie, le pourquoi du comment de ce qui fait une relation entre les hommes et les femmes par les entreprises que j'ai créées que par n'importe quoi d'autre. Et puis c'est d'ailleurs une partie qui me passionne énormément. La vérité, c'est que les entreprises, c'est à l'image des hommes, ne sont pas des longs fleuves tranquilles. Il y a toujours des hauts et des bas, il y a toujours des moments de passage difficiles, il y a des échecs, il y a des réussites. Il faut les célébrer. Moi, je suis passé à peu près par tous les cas. Presque les plus extrêmes. Et voilà, et c'est comme ça qu'on apprend. Alors aux États-Unis, on a un peu moins de problèmes avec l'échec. On considère que c'est comme ça qu'on apprend le plus vite. Moi, je dirais que quel que soit, je pense que j'ai autant appris les échecs que les réussites, mais enfin, c'est sûr qu'il faut pouvoir regarder quand on s'est trompé. Et pas refaire les mêmes erreurs. Je pense que les entrepreneurs, en général, sont des bêtes à apprendre. Quand on est entrepreneur ou qu'on a le goût d'entreprendre, déjà assez naturellement, et qu'on y consacre beaucoup d'années, on apprend et on sait très bien, on est assez vite confronté à la réalité que les choses sont jamais comme prévu, que c'est jamais aussi facile que ce qu'on aurait bien voulu. Et à la fois, parfois, il y a de bonnes surprises. Et souvent, le moment de vérité ou le moment de succès arrive au moment où on s'y attend le moins. Donc, c'est ça pour moi, l'entrepreneuriat et l'aventure, on va dire, humaine de l'entrepreneuriat. Moi, je ne vous cache pas que je suis surpris, Nicolas, de vous entendre insister sur la valeur humaine dans la notion d'entrepreneuriat. Alors que quand on lit votre CV, on a l'impression que la notion de data, des trucs, c'est beaucoup plus présent dans votre vie professionnelle que la notion d'humain, si vous voulez. Et en fait, la data, c'est comme le reste, ce sont des choses qu'on fait. Pour les faire, il faut des hommes. Pour l'instant, il n'y a pas, je dirais, d'ordinateur qui est capable de créer au sens de la création humaine. Donc les ordinateurs ne font qu'appliquer, j'ai envie de dire de moins en moins bêtement, mais en tout cas ne font qu'appliquer ce que des humains décident, même si parfois ça a l'air
de plus en plus automatisé, in fine, pour l'instant en tout cas. Derrière toutes les sociétés, ce sont avant tout les hommes. Alors oui, ça s'automatise, ça se digitalise. Est-ce que demain, il y aura une société créée ex nihilo par des ordinateurs? Je ne sais pas, ça arrivera sûrement à un moment donné. Pour l'instant, les sociétés dans le monde sont des sociétés, oui, de plus en plus digitalisées, de plus en plus de data, mais qui sont avant tout les principales décisions qui formatent le monde sont des décisions humaines. Nicolas, on a déjà passé la moitié de cette émission, donc on va parler maintenant de Palat. Palat, qui est la start-up, je ne sais pas si on appelle ça une start-up, d'ailleurs c'est moi qui dis ça, mais je ne suis pas sûr, que vous avez créée, en tout cas la société que vous avez créée aux États-Unis et qui a pour mission effectivement de vendre du vin. Racontez-moi la création, à quand elle remonte et comment ça s'est passé. Oui, alors c'est Palat Club. Palat, c'est le mot anglais pour palais, P-A-L-A-T-E. Alors je le précise parce qu'il y a pas mal de gens qui l'écrivent avec un E. Donc Palat Club, pourquoi d'ailleurs Club? Parce que j'ai choisi un modèle de souscription principalement, un modèle ou formule des wine clubs à l'américaine, où on reçoit régulièrement son vin. Alors avec une flexibilité, bien sûr, on choisit son niveau de prix, on choisit son nombre de bouteilles, etc. Mais c'est un modèle de souscription, pas que. On peut aussi choisir des bouteilles un petit peu au fur et à mesure, comme dans n'importe quel wine shop. Voilà. Alors l'idée de Palat Club est, alors pour faire le plus court possible, c'est de régler le problème de l'achat du vin pour le consommateur de manière complètement différente que ce que propose le marché aujourd'hui. Il y a deux problèmes fondamentaux dans le marché. Un problème qui est un problème général dans le monde entier et un problème qui est plutôt américain. Alors, le problème général, c'est le choix. C'est qu'il est de plus en plus extrêmement compliqué de choisir le vin qui correspond à son goût ou du bon vin, parce que rien qu'aux États-Unis, il y a 2 millions de labels différents. Donc, même quand on est un super sommelier professionnel, qu'on connaît très très bien le vin, on goûte maximum dans les 5000 bouteilles par an. Donc, et en plus, elles évoluent dans le temps. Donc, voilà, donc on peut connaître effectivement ses bouteilles préférées, ses AOC, ses cépages préférés et je ne sais autres. La vérité, c'est que si vous faites une dégustation à l'aveugle avec 100 personnes, ceux qui vont souvent se tromper le plus, c'est ceux qui croient qu'ils savent. Bon, donc, alors il y a une question d'ego. Est-ce que je m'avoue à moi-même que je ne sais pas vraiment, ou est-ce que je suis vraiment passionné par le vin depuis 30 ans et que je connais tout? Bon, alors, il y a quelques personnes qui connaissent, certes, c'est souvent des professionnels, mais pour la grande majorité des gens, y compris les Français, c'est quand même très compliqué de choisir le vin. Le deuxième problème, c'est un problème qui est plutôt américain, qui est lié à la supply chain américaine, qui est lié à ce qu'on appelle le three-tier system, c'est-à-dire c'est les lois post-prohibition depuis 1933, qui dictent la manière dont le vin doit être vendu. Alors, sans rentrer dans les détails, parce que c'est bien trop compliqué pour un podcast, pour une émission interview, ça consiste à rajouter beaucoup d'intermédiaires et à consolider, on va dire, la distribution. Donc, le résultat des courses, c'est que c'est plutôt des grosses marques on va dire, de vignobles industriels qui font faire un maximum de marge aux intermédiaires qu'on retrouve après sur les étalages, et souvent les mêmes bouteilles. Donc, le petit vigneron qui fait un très très bon vin et de plus en plus bio, etc., a pas trop accès au marché, ou très peu, mais a souvent un nettement meilleur prix que ce qu'on trouve sur les étalages aux États-Unis. Donc, il y a cette espèce de l'américanisation, si vous voulez, de la distribution du vin, comme n'importe quel autre produit, qui est complètement en défaveur du consommateur. Donc, ma démarche, Palat Club, a été complètement inverse. Ça a été de dire, si on pouvait connaître le goût des clients, on pourrait acheter le vin en fonction de ce goût et au bon endroit. Et on réglerait non seulement le problème de choix, on réglerait aussi le problème de supply chain, d'une certaine manière, avec un bon rapport qualité-prix. Alors, j'ai demandé à des experts en vin de mon réseau, et pas mal d'experts en vin, américains et français,
et des data scientists, donc des gens qui travaillent sur du machine learning et qui font des maths associées à de la data. Est-ce qu'on pouvait faire un modèle d'algorithme et ensuite qui apprendrait avec le volume de data pour comprendre le goût des gens? Bon, alors évidemment, en réunissant ce que j'adore faire, on réunit deux matières, deux compétences qui sont complètement différentes. Les mathématiciens ne sont pas forcément une notion de la complexité de tout ce qui peut entrer dans le goût du vin. Et inversement, les experts en vin ne sont pas forcément des gens qui comprennent parfaitement ce qu'est la data science. Donc, c'est souvent dans ce genre de mélange qu'on crée de la valeur. En tout cas, on a créé un modèle qui fonctionne très, très différent au niveau du reste avec les consommateurs. C'est-à-dire, on utilise 200 descripteurs dans le vin et dans le goût. On a recréé toute une organisation des traits du vin et du goût. Chaque bouteille qu'on envoie au client, on l'envoie à l'aveugle. C'est-à-dire, on l'entoure d'un petit papier avec un numéro secret. Donc, il y a un petit côté fun en plus, c'est sympa. Donc, on envoie en général une petite boîte de 4 demi-bouteilles pour commencer, qui est un tasting kit. Et les gens notent dans l'app, on a fait une app spécifiquement pour tout ça, et aussi sur web, mais c'est très très facile et pratique et simple en fait pour le consommateur. Et ils notent de 1 à 5. Le fait qu'on ait beaucoup de data préalablement enregistrées dans le système pour chaque bouteille fait qu'après 4 bouteilles et une notation de 1 à 5, on commence à avoir une idée de où on vous situe sur la grande carte du goût. L'autre gros avantage de ça, c'est qu'on a le goût du consommateur. Donc, à partir du moment où on a le goût du consommateur, à l'inverse d'un sommelier classique, on peut dire, maintenant, on peut faire des courses en fonction de son goût. Donc, le modèle, à partir de là, est très simple. C'est que c'est les algorithmes qui sont faits par des humains et qui sont aidés par les humains qui sélectionnent les bouteilles en fonction du goût. Et le système continue à apprendre, puisque toutes les bouteilles qu'on envoie sont envoyées en aveugle, donc vous recevez des nouveaux numéros et on apprend plus de choses. L'idée, c'est pas bien sûr de vous situer juste sur un goût particulier, c'est de voir votre rapport sur les différents clusters de goût. Je sais que cluster, c'est pas très à la mode en ce moment, mais malheureusement trop à la mode, mais en tout cas, c'est comme ça que ça s'appelle. Et donc, voilà, vous avez cette sorte de correspondance et on sait assez vite que 30-40% des vins que vous n'aimerez jamais. Alors, bien sûr, si vous prenez la super bouteille à 200 € qui est parfaite, vous allez quand même l'aimer, mais il vaudrait mieux acheter autre chose. Voilà. Nicolas, donc, on a bien compris dans quelle mesure la data venait effectivement en appoint, en appui pour choisir une clientèle. On a bien compris ce mariage qui existe entre le vin et la data, qui n'était pas forcément sur le papier évident. Maintenant, on va parler un petit peu d'argent. Vous vous rémunérez, j'imagine, avec de la marge entre le prix auquel vous achetez et le prix auquel vous vendez. Est-ce que vous vivez bien, Nicolas, financièrement? Alors, ce genre de modèle économique, c'est un modèle e-commerce de souscription classique. Alors, comment ça se calcule? Il y a une marge, bien sûr. Alors, c'est un marché à... Nous, on est sur les bouteilles de 15 $ à 50 $ par bouteille, donc à peu près un peu plus de 100 $ par envoi. Dans la mesure où c'est un marché très intermédiaire. Attendez, je vous interromps juste une seconde. C'est du vin qui vient de la Californie. C'est du vin de partout dans le monde. Partout dans le monde. Mais en termes de, puisque vous êtes implanté à San Francisco, le vin californien représente combien dans vos mouvements de... Il représente la même chose que si on était implanté à New York ou en Floride. Il représente à peu près, la côte ouest américaine représente à peu près 25% des vins. Pourquoi? Parce qu'il représente à peu près 25% de la diversité de production qui est, en tout cas, achetable à bon rapport qualité-prix aux États-Unis. Voilà. La diversité de goût, quand on fait un modèle comme le nôtre, qui est basé avant tout sur le goût du client, on doit représenter cette diversité. Et si par exemple je voulais prendre que des vins français, je n'aurais pas la diversité non plus. J'aurais 30% de diversité du goût. Ouais, il faudrait vraiment que j'aille chercher le seul producteur qui fait ceci et cela dans le Languedoc pour aller compléter mes autres trucs. Donc, bon, là, ça ne va pas. Aujourd'hui, vous êtes obligé d'avoir au minimum
si vous voulez représenter la diversité de goût mondial, pour atteindre 80-90% de diversité, il vous faudra forcément des vins américains, français, italiens, espagnols et d'un petit peu d'autres pays européens et un petit peu d'autres pays du nouveau monde de production de vin. Mais alors justement, pardon, je vous interromps Nicolas, parce que c'est vrai que l'horloge tourne. Justement, vous avez dû être particulièrement impacté par la taxe décidée par Donald Trump en octobre 2019, je crois, quelque part vers cette date, et qui vient il y a quelques jours, quelques semaines d'être suspendue. Ça vous a fait mal, cette taxe sur l'importation des produits venant de l'étranger? Alors, oui et non. Nous, comme on est un business qui démarre avec encore des volumes relativement… alors, ça monte, heureusement, assez vite. Je vous le souhaite. Mais disons que le volume qu'on importait directement de France n'était pas… représente pas dans le mix total un énorme problème. En tout cas, ça ne nous a pas impacté véritablement en 2020. En revanche, si ces taxes perduraient, ça va structurellement poser un problème sur le marché américain, parce que rajouter 25% à tous les vins français sur le marché américain, par rapport à ce que je vous expliquais juste avant sur la diversité, ça deviendrait un problème. Ça deviendrait un biais de sélection ou de prix qui fait que, de toute façon, qui se reporte sur le consommateur. Bon, moi, j'ai bon espoir que ça disparaisse avec la nouvelle administration, mais tout ça est lié, comme vous le savez probablement, aux questions de Airbus, Boeing qui dépassent largement le monde du vin. Donc, voilà, toute l'industrie en tout cas, y compris les Américains d'ailleurs, parce que la plupart des importateurs de vins français sont américains. Je parle en termes d'acteurs et de capitaux. Donc, c'est des gens qui souhaitent que ces tarifs sautent également, et puis d'une manière générale, pour le trade entre l'Europe et les États-Unis. Voilà, enfin, ça, c'est un autre sujet. Nicolas, il nous reste très, très peu de temps, pour être franc d'ailleurs. On a déjà débordé. Est-ce que vous gagnez bien votre vie? Alors, pour revenir à votre question, dans ces modèles économiques, la marge est nettement suffisante parce que, comme j'expliquais tout à l'heure, il y a beaucoup d'intermédiaires dans le vin et nous, on passe plutôt en direct. Donc, on n'a pas de problème, on va dire, de marge tout en rendant un service de qualité aux consommateurs. Ensuite, tout est lié à deux ratios dans ce genre de business. C'est combien de temps le consommateur reste dans la souscription, donc combien je vais faire de marge au cours de la vie, et combien ça coûte de l'acquérir. Et avec Internet, évidemment, nos canaux d'acquisition sont principalement online, donc on mesure tout ça, donc c'est le ratio entre les deux qui compte. Dans ce domaine, on a effectivement un très bon ratio. Donc la question suivante, c'est comment pouvoir le pousser au maximum et comment le scaler, puisque quand on fait des startups comme ça, digitales, c'est quand même un des principaux intérêts, c'est de pouvoir scaler des business qui marchent. Voilà. Donc le business, au cœur de business, pas du tout de problème de comment on fait de l'argent avec ça. La seule problématique, c'est comment on le multiplie dans un monde qui est compliqué, les problèmes de compliance état par état, est-ce qu'on ne peut pas envoyer tout n'importe quoi à tel et tel endroit, les problèmes de logistique, et puis il faut améliorer le produit sans arrêt auprès du consommateur pour qu'il soit très content, etc. Donc il y a beaucoup de problématiques. Mais on ne s'arrêtera probablement pas au vin, parce que nous, la question du goût, c'est ce qu'on fait applicable au chocolat, au thé, au café, au whisky, bière, au fromage et à plein d'autres choses. Donc, la logique de la société n'est pas simplement de faire ce modèle sur le vin. Nicolas, ce sera ma dernière question. L'aventure Palate Club, est-ce qu'elle a été l'aboutissement de ce que vous avez appris avant? Est-ce que c'est une nouvelle étape qui se terminera peut-être plus tôt que prévu? Ou est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui, vous allez avoir 50 ans l'an prochain, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui d'avoir trouvé la voie qui, sur un plan humain et sur un plan professionnel, vous satisfait complètement? Elle me satisfait complètement sur un plan humain et professionnel, ça c'est certain, et c'est aussi clair que c'est l'aboutissement de beaucoup de choses que j'ai faites avant. Une combinaison, on va dire, voilà,
de compétences et puis aussi peut-être de chance ou d'analyse de mon monde environnement. La question de savoir, alors que la boîte a 3 ans à peine, de est-ce qu'elle va s'arrêter plus vite que prévu parce que je vais la vendre ou est-ce que je vais aller beaucoup plus haut, faire des tours de table, objectivement, je n'en sais rien parce que à chaque fois que dans la vie précédente que j'ai voulu décider de ce genre de choses à l'avance, c'est jamais passé exactement ce que je prévoyais. Donc, la vérité, c'est qu'il faut rester opportuniste et tout bouge, il faut être en mouvement. Je crois que c'est vraiment le sens de 2020 encore plus, c'est-à-dire la pandémie, paradoxalement, on pourrait dire les gens sont cloisonnés chez eux, sauf que tout bouge encore plus vite au niveau des business. Et en 2021, c'est encore plus le cas, et je pense que voilà, ça va s'accélérer. Donc, il faut accompagner le mouvement. Et à un moment donné, bah oui, il y aura toujours un changement. Je vais probablement pas faire ça jusqu'à ma mort, donc il y aura un changement avant, mais je peux pas vous dire quand ce sera. Peut-être que je développerai par contre la société en Europe, et je le ferai peut-être du coup à cheval entre les États-Unis et l'Europe. Ça, c'est quelque chose que j'ai bien envie de faire. Voilà, une demi-heure au cours de laquelle on a reçu un petit peu de soleil du vignoble californien au travers des propos de notre invité Nicolas Mandiara. Nicolas, merci d'avoir été avec nous. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup et bonne chance pour l'avenir parce que, enfin, moi, à titre personnel, je trouve que c'est un projet qui est sympa. Je vous en félicite en tout cas et je vous souhaite bonne chance pour la suite, Nicolas. Merci beaucoup, Eric.